Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et justement, attention à la transition, c'est de forme dont on va parler aujourd'hui. Parce que le sujet du jour est pourquoi s'entraîner ? À quoi ça sert de pratiquer une activité physique ? Alors là, peut-être que vous vous dites, oui, bon, d'accord, je sais, c'est bon pour la santé, c'est bon pour rester en forme. Allez, merci, au revoir, je vais écouter un épisode un peu plus intéressant. Mais ne partez pas si vite parce que justement, au-delà de ça, on va voir ce qui nous empêche souvent de faire quelque chose qui est très bon pour notre santé, je dirais même vital. Et puis surtout, je vais voir avec vous les différents points de friction, les freins qui vous empêchent de pratiquer une activité physique ou aussi certaines croyances ou barrières mentales qui vous empêchent de pratiquer une activité parce que vous pensez que vous n'avez pas l'âge, que vous n'avez pas le niveau pour, ou plus pragmatiquement parce que vous n'avez pas le temps ni les moyens. Bref, tout ce qui empêche bon nombre d'entre nous de pratiquer une activité physique suffisante et régulière qui nous fasse vraiment du bien. Bon, déjà, pour commencer, concrètement, pourquoi c'est si important de se dépenser au quotidien ? Pourquoi est-ce que faire quelque chose qui nous demande de l'énergie et donc qui nous fatigue serait si important pour notre santé ? Parce que franchement, ça serait peut-être mieux si rester assis face à notre ordinateur comme nos modes de vie nous poussent à le faire de plus en plus, ou se prélasser sur notre canapé, c'était ça qui contribuait à notre bonne santé, parce que c'est ce qu'on fait quand même une bonne partie de notre temps. Alors bien entendu, là je parle pour la majorité des personnes dont le travail et le mode de vie impliquent une grande sédentarité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en fais partie de ces personnes-là. Parce que pratiquer 1 heure d'activité physique par jour n'empêche pas d'être sédentaire le reste du temps. Et d'ailleurs, l'un permet de pas mal compenser les effets néfastes de l'autre. Mais ça, on y revient juste après. Bref, pourquoi on a autant besoin de bouger pour entretenir notre santé ? Et pourquoi la sédentarité nous fait autant de mal ? Pour comprendre ça, on va jeter un petit coup d'œil à notre évolution. Et on se rend compte que durant l'intégralité de celle-ci, notre corps s'est développé pour être en mouvement. Et pour être efficace en mouvement, parce qu'on est super endurant. C'est logique parce que notre survie pendant des millions d'années a grandement reposé sur nos capacités physiques, que ce soit pour nous nourrir, mais aussi pour sauver notre peau des fesses. Et en conséquence, d'ailleurs, on est très fort pour utiliser et préserver intelligemment nos précieuses réserves d'énergie en mouvement. Ce qui nous pose aujourd'hui pas mal de problèmes. Et à ce sujet, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 11, s'il n'est pas encore passé par vos oreilles, un épisode qui est dédié à nos petites réserves de gras et qui vous aidera à beaucoup mieux comprendre pourquoi votre corps y est aussi attaché et pourquoi vous avez autant de mal à vous en débarrasser quand vous en avez trop, ou en tout cas bien plus que nécessaire. Bref, pour revenir au sujet du jour, nous les humains, on est sur le podium des animaux les plus endurants sur Terre. Oui, je sais, c'est difficile à croire quand on tire la langue au bout du premier tour de piste en cours de PS. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, et je sais que je suis loin d'être la seule. Et pourtant, c'est bel et bien vrai. Parce qu'au cours de ces millions d'années d'évolution, jusqu'à il y a encore très peu de temps, environ 12 000 ans, moment où les humains ont découvert l'agriculture et donc où ils ont commencé à se sédentariser progressivement, notre corps a construit des mécanismes optimisé pour le mouvement, que ce soit au niveau de sa biochimie et au niveau de son système musculo-squelettique. Bref, on est sacrément bien conçu pour bouger. Et par contre, on n'est pas du tout conçu pour rester affalé sur notre canapé, même si notre cerveau, ça, il adore. Enfin, oui et non, parce que les études ont bien prouvé que l'activité physique était excellente aussi pour notre santé mentale, et qu'elle pouvait d'ailleurs même offrir des bénéfices équivalents à la prise de certains antidépresseurs. Et même pour nos facultés cognitives, bouger, c'est excellent. Et finalement, c'est pas si surprenant que même notre tête pensante, notre cerveau, soit positivement affecté par l'activité physique. Parce que petit rappel qu'on a tendance à complètement zapper, nous, les êtres super intelligents que nous sommes, notre cerveau fait partie intégrante de notre corps. Oui, je sais, ça paraît évident dit comme ça, mais vraiment dans l'approche de notre santé et de notre bien-être au quotidien, on a une sacrée tendance à séparer les deux. On ignore très souvent l'effet que l'un peut avoir sur l'autre, et vice-versa. Et concernant notre corps, c'est l'intégralité de sa machinerie qui est entretenue grâce au mouvement, dont le cerveau. Bref, si on devait résumer en une phrase, le mouvement, c'est la vie. Sauf qu'aujourd'hui, il a largement déserté notre vie. Pour donner rapidement quelques chiffres très concrets,
Aujourd'hui, seuls 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrices. On reviendra à ce que signifie cette notion d'activité physique protectrice un petit peu plus tard. Et les femmes sont davantage exposées au manque d'activité physique. De l'autre côté, 38%, soit plus d'un tiers des adultes, se trouvent en position de sédentarité assise ou couchée passive plus de 8 heures par jour. Et selon une large étude reprise par l'ONAPS, que je vous mets dans les notes de ce podcast, au total, donc transport, travail et divertissement cumulés, je cite, les adultes passent en moyenne 12 heures par jour assis les jours travaillés et 9 heures par jour assis les jours non travaillés. Bref, on est bien loin du niveau d'activité physique de nos millions d'années d'évolution. Et aujourd'hui, c'est plus une surprise pour personne, c'est ravageur pour notre santé. Bon, là vous vous dites peut-être « Merci pour la leçon de morale, hein, Amandine, t'es bien gentille, ça je le savais déjà, et ça m'aide pas à savoir quoi faire. » Bon, peut-être que vous dites pas ça du tout, mais dans tous les cas, moi le message important que je veux vous faire passer, c'est à quel point nos modes de vie sédentaires sont cacaboudins pour nous, désolé du terme, et à quel point bouger c'est important. Pas simplement pour perdre du poids ou pour raffermir son popotin, et certainement pas sous certaines conditions, genre disposer de 2 heures par jour, être suffisamment jeune ou être abonné à une salle de sport. Bouger fait partie de nos besoins vitaux et devrait faire partie de notre quotidien, à importance égale que de s'alimenter ou de se brosser les dents. Et c'est là qu'il y a plusieurs notions importantes que je voudrais voir avec vous. La première, c'est que même si votre corps a un besoin vital d'activité physique, votre cerveau, lui, il n'est pas trop du même avis. Parce qu'il a tendance à moyennement se sentir concerné par ce qui se passe plus bas. Et puis, comme c'est notre cerveau qui décide de nous faire économiser de l'énergie, là-dessus ça serait quand même bien qu'il capte qu'on n'a plus du tout besoin d'en économiser, mais bon. Bref, notre cerveau, lui, il préfère nous maintenir dans un petit confort bien plan-plan, à l'abri de tout danger et de toute dépense d'énergie. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, mon avant-dernier épisode sur le gras vous aidera à y voir plus clair. Donc, notre cerveau, pour garantir son petit confort, il est vachement fort pour nous mettre des bâtons dans les roues quand on décide de se faire une bonne séance ou de reprendre une activité physique pour se remettre en forme. Du coup, c'est pas le tout d'essayer de se motiver ou de prendre des bonnes résolutions. Il faut être capable de déjouer ces pièges qui nous poussent à la paresse ou qui nous bardent de trucs à faire vachement plus importants que le sport. Et c'est lui aussi, notre cerveau, qui crée un futur dans lequel on se voit motivé, super discipliné. Cette vision idéale qui soulage notre conscience sur le moment parce qu'on se dit qu'on rattrapera tout ça plus tard. On en a déjà parlé, ce futur idéal est un fantasme qui restera à jamais dans le futur. Sauf si on a conscience de ces retors de notre cerveau et qu'on décide de pas tomber dans le panneau. En gros, on arrête de l'écouter et on passe à l'action. Parce que si on demande en permanence la permission de notre petite tête, on n'ira pas bien loin. Là-dessus, je vous renvoie vers mon premier épisode de l'année qui vous donne quelques pistes bien utiles et comme d'habitude, je vous mets toutes les ressources en description. Deuxième chose, on redéfinit la notion de confort. Et puis ce confort, on le remet à sa juste place aussi. Aujourd'hui, il est érigé en priorité absolue. Notre petit confort, c'est sacré. Et c'est bien normal quand on subit de l'inconfort quotidien au travail, dans les transports en commun ou face aux tâches du quotidien. On a décidé qu'on avait droit à ce confort et qu'on le méritait. Mais, c'est mon avis, cette perception, elle nous rend fragiles. Parce que tout ce qui ne génère pas de confort, du coup, devient une contrainte. Contrainte qu'on cherche, en toute logique, à éviter. Et du coup, dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus difficile de passer à l'action. D'autant plus que notre cerveau, il y a un truc qu'il adore, c'est la gratification instantanée. Et en conséquence, ça l'intéresse vachement moins de visualiser une potentielle gratification sur le long terme. C'est pour ça que l'opportunité de rester bien installé sur son canapé ou au chaud à la maison remportera beaucoup plus de succès auprès de notre cerveau que tous les bienfaits, pourtant bien plus importants sur notre bien-être et notre santé, qu'une activité physique apporterait sur le long terme. Parce que le cerveau, il va pas voir aussi loin. C'est fou quand on y pense quand même d'être aussi intelligent et d'avoir autant de difficultés à faire des choix qui soient réellement bons pour nous. Donc, notre cerveau, on peut pas vraiment compter sur lui pour nous filer un coup de pied aux fesses pour enfiler nos baskets et aller faire une bonne séance. Parce qu'avant tous les bienfaits, qui en plus d'être lointains ne sont pas toujours concrètement ressentis, du genre limiter la sarcopénie ou la perte de densité osseuse, et dans tous les cas, avant cette foule de bénéfices, il faut faire face à de l'inconfort. L'inconfort de faire un effort physique, d'affronter le froid pour aller courir en extérieur, de ressentir la brûlure musculaire pendant l'effort, c'est jamais agréable. Tout ça, notre cerveau, il aime pas du tout. Et pourtant, ces bénéfices à long terme, ils nécessitent très souvent de passer par de l'inconfort à court terme. C'est ce que dit d'ailleurs très bien l'auteur et professeur Michael Easter, qui a beaucoup écrit sur le sujet dans ses livres The Comfort Crisis et Scarcity Brain. Alors je suis désolée, c'est des titres en anglais parce que les livres ne sont pas traduits en français.
Michael Easter, il nous dit « You often have to go short-term discomfort to get a long-term benefit ». On doit souvent passer par de l'inconfort à court terme pour obtenir des bénéfices à long terme. Bon, comme je vous disais, je crois pas que ces livres soient traduits en français, en tout cas je les ai pas trouvés. Mais si vous comprenez l'anglais, je vous recommande leur lecture parce que le travail de Michael Easter est vraiment très intéressant. Et sinon, il me semble que le livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb aborde également le sujet. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et il est dans ma liste de lecture, donc je devrais m'y plonger prochainement. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un épisode sur mes lectures, n'hésitez pas à venir me le dire. Moi, je serais très contente de vous partager ça. Bref, dans le cadre de cet épisode, cette notion de réintégrer l'inconfort comme une normalité, elle est super importante. Alors, il y a plein de moyens de le faire. Peut-être que je pourrais même dédier un épisode complet sur le sujet, mais déjà, pour commencer, cultiver cet état d'esprit qui ne place pas le confort en nécessité absolue, et mettre en place des petites actions au quotidien qui vous mettent en situation d'inconfort, c'est déjà un très bon début. Dites-vous que de la même manière que vous renforcez votre corps en vous entraînant à la salle, réintégrer volontairement de l'inconfort au quotidien, c'est une bonne petite séance de musculation pour votre mental. Et deuxième chose très importante, ça va être de cultiver votre vision et de vous habituer à ne plus être dépendant de cette gratification à court terme dont on vient de parler pour garder cet objectif et cette vision sur le long terme. Votre vision sur le long terme, c'est celle de pouvoir être autonome le plus longtemps possible dans votre vie et de ne pas passer des décennies avec des douleurs articulaires, avec des limitations physiques, avec des problèmes métaboliques ou cardiovasculaires. Bref, tout ce qui peut potentiellement vous empêcher de vivre le reste de votre vie dans de bonnes conditions et en vous sentant bien. Si cette vision ne vous parle pas trop parce qu'à titre personnel vous vous en fichez un peu, un autre levier extrêmement puissant, ça va être vos proches, les personnes que vous aimez. Les personnes pour lesquelles vous avez envie d'être là, les personnes auxquelles vous voulez donner le meilleur de vous-même, que ce soit votre famille, vos enfants, vos amis. Parce que là, je vais dire un truc très dur et qui va sûrement en faire réagir certains parmi vous, mais qui, de mon opinion, est une réalité très concrète, c'est que négliger notre propre santé. Attention, je ne parle pas de survenue de pathologie ou d'accidents qu'on ne peut pas prévoir, mais se négliger, laisser notre santé se détériorer, ça ne regarde pas que nous. Ça concerne aussi les personnes qui nous aiment, qui sont témoins de cette dégradation et qui peuvent en être profondément affectés. Et au-delà de ça, ça peut aussi devenir un véritable fardeau lorsque cette santé qui n'a pas été préservée devient une charge très concrète pour les proches. Je sais, c'est extrêmement dur à entendre et ça peut sembler très culpabilisant, mais c'est une réalité. Une part considérable de notre santé relève de notre responsabilité. Et ne pas prendre cette responsabilité, ça peut devenir un fardeau pour les gens qu'on aime. Bon, voilà, j'ai complètement cassé l'ambiance, je suis désolée, mais il fallait que je partage ça avec vous. Parce qu'on vit dans une société qui nous déresponsabilise complètement vis-à-vis de notre santé. Et que malgré ce qu'on peut avoir tendance à penser, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour préserver notre santé et qui sont totalement à notre portée. Quel que soit notre âge et quelle que soit notre situation. À commencer par la pratique suffisante d'une activité physique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie une pratique suffisante ? Selon l'ANSES, une pratique physique pour être en bonne santé, ça donnerait par semaine, pratiquer 30 minutes 5 fois par semaine une activité cardio-respiratoire comme monter les escaliers ou faire du vélo, courir, marcher à bonne allure, effectuer du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine, notamment en soulevant des charges lourdes, et réaliser des exercices d'assouplissement comme de la gymnastique, de la danse ou encore du yoga 2 à 3 fois par semaine. Et je dois dire que le gouvernement, il est pas toujours à la page en termes d'activité physique, mais là je trouve que les recommandations sont plutôt justes. On retrouve les 3 types de sollicitations fondamentales pour une bonne santé physique, l'activité cardiovasculaire, le renforcement musculaire et l'assouplissement, donc la mobilité. Par contre, je trouve quand même que les recommandations en termes de renforcement musculaire sont un peu légères. Pourquoi ? Parce que se muscler, c'est pas juste pour avoir l'air musclé ou pour être tonique. Le renforcement musculaire, donc soulever des charges, c'est ce qui va permettre d'entretenir une masse musculaire suffisante et de lutter contre la dégradation naturelle de celle-ci au fil des années. Dégradation musculaire qui peut mener à la sarcopénie, à l'altération du métabolisme et à la perte de densité osseuse et d'autonomie. Bah oui, nos muscles servent à beaucoup plus de choses qu'à faire joli. Alors vraiment, j'insiste, quel que soit votre profil, soulever des charges est extrêmement important. Et là, je m'adresse à vous, les femmes, qui avez tendance à plutôt privilégier les activités cardiovasculaires ou les approches douces comme le yoga. Bon, enfin douce, tout est relatif, parce que l'ashtanga, par exemple, c'est méga dur. Mais bref, des activités sans charge additionnelle, vous êtes particulièrement concernés par cette nécessité. Parce que les bouleversements hormonaux qui surviennent autour de la ménopause et une fois celle-ci survenue affectent considérablement notre masse musculaire et notre densité osseuse. Et pour pallier ce problème qui engendre des conséquences graves, comme le risque augmenté de fractures, la musculation fait des merveilles.
Alors vraiment les filles, libérez-vous de cette peur de ressembler à Arnold Schwarzenegger en soulevant 2 haltères. Vos muscles, ils vont pas faire craquer vos vêtements du jour au lendemain. Et surtout, ils sont là pour littéralement vous soutenir tout au long de votre vie. Alors, les renforcer, c'est vraiment important. Et il n'y a aucune limite d'âge pour commencer ou pour reprendre. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et même 80 ans, pratiquer du renforcement musculaire de manière adaptée sera toujours, et j'insiste bien, toujours bénéfique. Et à ce sujet, j'ajusterai les recommandations de la manière suivante. 30 minutes de renforcement musculaire avec charge additionnelle 3 fois par semaine, ça me paraît une moyenne à la fois adaptée, suffisante et accessible pour le plus grand nombre. Que ce soit à la maison, avec un peu de matériel, vraiment pas grand-chose, une paire d'haltères réglables, c'est largement suffisant, et ça se trouve dans toutes les grandes enseignes de sport. Ou alors dans une salle de sport. J'ajouterais bien aussi un petit peu de cardio à haute intensité, ce qu'on appelle du HIIT, pour entretenir nos précieuses mitochondries, nos petites centrales à énergie dont la vie de nos cellules dépend totalement, et dont notre vie dépend aussi. Donc du HIIT, 1 à 2 fois par semaine, ça serait pas mal du tout. L'avantage de ces formats, c'est qu'ils ne nécessitent pas forcément d'équipement et qu'ils sont de courte durée. Certains formats prennent que quelques minutes, comme le Tabata par exemple. Et l'idée, c'est d'atteindre une intensité d'effort maximale ou très élevée de manière répétée sur plusieurs intervalles de courte durée. Vous en trouverez plein de formats différents sur YouTube en tapant simplement HIIT, H-I-I-T, dans la barre de recherche. Et vous en avez toute une bibliothèque dans ma méthode complète Moveo. Et si vous voulez la découvrir, je vous ai mis un petit lien dans les notes de ce podcast. À ça, on ajoute un peu de mobilité pour éviter de se retrouver à bouger comme des Playmobil et d'avoir l'amplitude articulaire d'un tronc d'arbre. Là encore, je vous propose plein de séances adaptables selon vos besoins et vos capacités dans Moveo. Et je vous poste régulièrement des routines coachées en temps réel, tout niveau, sur ma chaîne YouTube, Amandine Léger. Il y en a déjà plusieurs qui vous attendent et qui devraient bien vous plaire. Et puis, si ça vous dit, j'ai aussi fait une séance complète pour tester votre état de mobilité actuel avec un petit document d'auto-évaluation bien pratique. Et c'est cadeau pour vous, vous avez juste à aller faire un petit tour sur le lien que je vous ai mis dans les notes pour récupérer votre séance et son document. Franchement, je vous recommande de faire ce test parce qu'il est super sympa, que la séance est très complète et que ça vous permettra de faire un état des lieux très intéressant. Et pour en revenir avec la mobilité, il y a un truc que j'adore, qui est selon moi un excellent moyen d'intégrer des exercices de mobilité facilement au quotidien. C'est ce qu'on appelle les snack mouvements. C'est tout simple, ça consiste à faire des petits breaks de 2-3 minutes tout au long de la journée, toutes les heures par exemple, dédiés à 1 ou 2 mouvements de mobilité. C'est super simple, vous n'avez ni besoin de matériel, ni de vous échauffer, ni même d'être en tenue. Bon, vous serez peut-être juste un peu plus limité sur certains mouvements si vous portez un tailleur par exemple. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis pour à 200% qu'on laisse les gens choisir des fringues confortables pour bosser. Parce qu'il y a des tenues, sérieusement, ça frôle la torture. Parole de nana qui a fait le choix de laisser tomber les jeans et de passer sa vie en leggings. Bon, je suis peut-être pas un exemple. Et puis c'est un autre sujet. Pour en revenir à nos snack mouvements, des petites pauses par-ci par-là pour faire quelques rotations, un peu de squat profond, pour mobiliser les poignets ou étirer votre dos. Ça, c'est juste quelques exemples parmi une ribambelle de mouvements. Et bien ça, c'est un excellent moyen de pratiquer suffisamment de mobilité au quotidien pour en tirer une foule de bienfaits sans que ça prenne de temps. Et puis, ça fait un bien fou, même au cerveau. Vous verrez, faites le test, il fonctionnera beaucoup mieux après. Alors si vous préférez, bien sûr, vous pouvez faire des séances dédiées. Mais si vous manquez de temps et que ça vous gonfle de faire des séances complètes, le format Snacks sera parfaitement adapté. Et puis pour les activités cardio, en dehors des HIIT, la moindre activité qui fait un peu accélérer votre souffle fera parfaitement l'affaire. Donc vos déplacements à pied ou à vélo pourront très bien convenir. Et puis, si vous travaillez de chez vous, un petit vélo ou un tapis d'appartement sera super pratique pour intégrer davantage de cardio à votre quotidien. En plus, les modèles d'appartements ne prennent vraiment pas beaucoup de place et sont complètement adaptés au travail sur les écrans ou au visionnage de séries, ça c'est vous qui choisissez. Voilà pour les recommandations pratiques. Je suis en train de réfléchir à créer un petit document pour vous aider à construire votre propre routine. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et pour finir, je voudrais faire le point avec vous sur quelques notions importantes. Déjà, ne laissez pas vos croyances limitantes vous empêcher de vous mettre en mouvement et de prendre soin de vous. Vous êtes ni trop vieille, débutante, rouillée, faible, en surpoids ou quoi que ce soit d'autre qui vous empêche de sauter le pas. Ni pas assez fit, disponible, riche ou que sais-je encore pour prendre la décision de bouger votre corps pour votre santé et votre bien-être. Vous ne passez pas en dernier non plus derrière le confort et les besoins de vos proches.
Ne laissez pas ce choix de vous mettre en mouvement pour prendre soin de vous entre les mains du destin, d'une motivation tombée du ciel ou de quelqu'un qui viendrait vous sauver ou vous mettre un coup de pied aux fesses. Ne tombez pas dans le piège du foutu pour foutu, où vous dites que de toute façon ça vaut plus le coup pour X raisons que votre cerveau aura trouvé. Ça vaut toujours le coup. Et gardez bien en tête que le mieux est l'ennemi du bien. Ne cherchez pas à avoir le programme parfait, que vous entamerez jamais parce que les conditions propices ne seront jamais réunies, ou que vous abandonnerez très vite parce que le rythme ou la pratique ne sont pas adaptés à vous. Finalement, la meilleure activité physique, le meilleur programme, le meilleur sport, c'est celui qu'on fait. Point. Alors n'attendez pas d'être en mesure de tout faire parfaitement. Faites, essayez, testez des séances, des durées, des horaires, voyez ce que vous pouvez intégrer et répétez. Voyez ce qui vous fait vous sentir bien une fois que vous l'avez fait. Et ce sentiment de bien-être, cette satisfaction et cette fierté récoltée, faites-en votre gratification instantanée. Faites-en votre motivation à recommencer. Et pour finir, je vais vous faire une petite confession qui va sacrément démystifier le truc. Même moi, qui suis passionnée par le mouvement, qui ai fait du sport mon métier et qui suis entièrement convaincue par ses bienfaits, même moi qui ai complètement intégré l'activité physique dans ma vie comme une notion incontournable, il faut quasi systématiquement que je me mette un coup de pied aux fesses pour y aller. Pour aller à la salle, pour dérouler mon tapis, pour me mettre sur mon vélo. Alors que dans 100% des cas, ça me fait du bien. Bon, enfin, presque, parce que des fois, je suis juste complètement KO ou frustrée parce que ma séance n'était pas géniale. Ça arrive. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la flemme, elle touche tout le monde. Et je peux vous dire que mon cerveau, il est méga fort pour me raconter tout un tas d'histoires qui pourraient me convaincre de zapper ma séance quand celle-ci approche. Et qu'il faut que je lutte pour pas tomber dans le panneau. Les personnes sportives que vous suivez ne sont pas touchées par la grâce de la motivation constante et l'amour de l'effort et de la sueur. Bon, à part quelques énergumènes qui représentent une exception ou une espèce supérieure, je sais pas. Bref, ne fantasmez pas et surtout ne vous comparez pas à une réalité qui n'est rien d'autre que votre interprétation ou ce qui vous est montré sur les réseaux sociaux. On est tous dans le même bateau face à la fainéantise de notre cerveau, qui n'est autre que son instinct de préservation, à la base. Mais par contre, vous pouvez cultiver toutes les bonnes raisons de vous mettre en mouvement, et en faire des valeurs suffisamment fortes pour résister aux sirènes de l'inertie. Parce que la réalité est sans concession, les heures qu'on passe à éviter à faire du sport aujourd'hui construisent nos années de vie future en moins bonne santé, notre dépendance médicale et notre perte d'autonomie. Voilà, c'était la petite piqûre de rappel un peu piquante pour la fin. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur le sujet en commentaire ou en message privé sur mon compte Instagram, @AmandineLéger. Et puis à me dire si vous savez pas par où commencer, comment vous y mettre concrètement, comment trouver du temps. Bref, si je peux vous aider à vous mettre le pied à l'étrier, j'en serais vraiment ravie. Et en attendant, j'espère que cette écoute vous aura été utile. N'oubliez pas les petits snacks mouvements. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.